Voilà, ben, j'espère que vous êtes bien restaurés. Je vous propose de redémarrer le programme de l'après-midi. Donc voilà, seconde mi-temps, ça commence. Voilà, je vais laisser ma collègue Aude présenter la table ronde et les intervenants. Bon après-midi à toutes et tous. Bonjour à tous, bon retour. Alors, ce matin, on a parlé beaucoup des filières de gestion des déchets. On a commencé à parler de réemploi. On enchaîne sur concrètement des exemples de réemploi dans le bâtiment. Donc vous allez voir qu'on a des exemples qui sont complémentaires et qui se répondent. Donc on va pouvoir vraiment enrichir le propos de ce matin. J'accueille cet après-midi donc Romain Brière qui représente l'association d'architectes ZERM, Simon Van Looy qui travaille à la SEM Ville Renouvelée, Nina Cossé pour la Sorelli et Marie Blancard pour Beau Architecte. On va enchaîner les présentations. Ce qu'on vous propose, c'est de faire comme ce matin. Si vous avez des questions suite à une intervention, de la garder pour qu'on puisse l'intégrer plutôt dans l'échange en fin de discussion. Surtout, ne perdez pas vos idées, notez-les dans un petit coin. On reviendra vers vous. On attaque tout de suite, Romain, sur la présentation de ZERM. Je laisse Cyril nous lancer la technique. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi j'ai été invité pour parler du Parpaing. Donc le Parpaing c'est un projet parmi plusieurs projets portés par l'association ZERM. C'est donc un projet, comme c'est écrit là, de stock de matériaux de réemploi. Donc c'est un magasin de matériaux de réemploi. C'est aussi au sein de l'association un pôle d'expertise sur les questions de réemploi, des formations, c'est un pôle qui vient de démarrer, et un certain nombre de recherches et d'expérimentations qui prennent des formes très variées dans la plupart de nos projets. Le Parpaing s'inscrit donc dans un contexte qui est d'abord réglementaire et de recherche qui a évolué énormément depuis les années 2000, beaucoup avec le travail de Rotor ou de Bellastock en France, qui ont fait apparaître, et puis un certain nombre de réglementations qui ont fait avancer la question du réemploi et sa démocratisation, lente certes, mais son apparition dans des pratiques d'architecture. Le Parpaing s'inscrit aussi dans la réalité pénible du BTP qu'on a largement décrit ce matin, et on a à peu près les mêmes tonnages de déchets. Voilà, c'est cette réalité-là aussi dans laquelle s'inscrit le projet. Et ensuite, c'est dans une réalité, on va dire, la réalité de notre pratique d'architecture au sein de l'association, qui se concentre sur la réhabilitation. La réhabilitation vue sous trois aspects. La réhabilitation d'édifices, donc très concrètement, trouver un nouvel usage à un édifice. La réhabilitation de matériaux, donc le réemploi de matériaux, la façon de retrouver un nouvel usage ou des usages en cascade pour des matériaux. Et parfois la réhabilitation aussi de techniques de construction plus ou moins anciennes qu'on essaie de réhabiliter, réfléchir dans des projets qui souvent font appel à une combinaison entre des techniques low-tech et des techniques plus high-tech. Ça, c'est la couverture de Behind the Green Door, qui est un ouvrage, un livre qui accompagne une exposition qui avait été faite par Rotor en 2013, je crois. Pour préciser, Rotor ou Bellastock, ce que c'est? Oui, alors, Rotor, c'est une ASBL, c'est une association belge qui est pionnière de la question du réemploi en Europe, en Belgique et en Europe. Et Bellastock, c'est aussi une association, cette fois-ci française, qui a aussi une grande envergure et travaille sur de nombreux projets de réemploi en France. Donc ça, c'est une exposition de Rotor. Ce qui m'a intéressé je voulais montrer cette image parce que leur exposition interrogeait la notion d'architecture durable, et nous, en fait, c'est le point de départ de notre pratique. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de prendre de prendre au mot la notion d'architecture durable, c'est-à-dire durable qui dure dans le temps. Et on pense que c'est en fait l'écologie sous sa forme la plus élémentaire que de partir de ce principe-là. Nous, on s'intéresse en fait à la durée de vie des choses et conséquemment à un certain nombre de thématiques qui accompagnent cette réflexion. On est très attaché à réfléchir à la durée de vie des bâtiments, par exemple. On s'intéresse, un exemple, c'est
je sais pas, les arènes de Nîmes, par exemple, en termes d'énergie grise, c'est assez fort. C'est-à-dire que ça fait 2000 ans qu'elles sont en activité, qu'elles ont connu d'abord c'était d'abord un lieu de divertissement, puis ça a été une ville fortifiée, puis c'est redevenu un lieu de divertissement. Et c'est un exemple, en quelque sorte, d'énergie grise, que je prends souvent comme exemple parce qu'il est assez amusant à imaginer de ce point de vue-là. Et à contrario, on a en Chine, par exemple, un turnover en milieu urbain des constructions, donc un remplacement des bâtiments qui a à peu près de 15 ans. Donc, ce qui pose quand même la question de quand on met des moyens, des ressources rares ou des techniques coûteuses en énergie grise en place dans une construction, il faut toujours les observer relativement à la durée de vie de cette construction. Voilà, alors il fallait peut-être, on pouvait passer en fait les images. Le réemploi, du coup, c'est tout un apanage de questions et de thématiques qui nous tiennent à cœur. C'est des questions d'histoire, de mémoire, aussi d'entretien, de maintenance. C'est des questions d'entropie, des questions esthétiques et des questions d'usure et de savoir comment on négocie avec l'usure. Et c'est toutes ces questions-là qui nous intéressent dans la pratique de nos projets. Et c'est aussi, et enfin, sur cette image-là, une bonne compréhension des enjeux territoriaux et des cultures constructives. Tout à l'heure, on parlait, une personne de Néoco qui parlait des enjeux régionaux liés au réemploi. En fait, cette image-là est très intéressante. C'est un système constructif inventé par Philibert Delorme au XVIe siècle, qui consiste à d'abord observer le contexte dans lequel il bâtit. Donc on est au XVIe siècle, c'est l'époque des grands voyages par bateau. Le chantier naval utilise énormément de bois et toutes les grandes sections sont utilisées pour la construction des bateaux et les bâtiments se trouvent un peu dépourvus en grandes sections de bois. Du coup, ils décident de caractériser un gisement qui est des chutes et des petits éléments de bois et d'inventer, suivant ces observations et ces constats, un nouveau système de grande portée, un grand franchissement qui va se faire à l'aide de petits morceaux de bois aboutés par d'autres petits éléments qu'on appelle des clavettes. Voilà, bon, je fais un petit tour des réflexions qui nous animent et pour vous montrer concrètement ce que le parpaing est devenu dans le sillage de ces réflexions. C'est devenu du coup un comptoir de matériaux de réemploi et un programme un travail de recherche et de formation. Le parpaing, au début, ça a commencé tout petit. Là, il y a plusieurs images qui vont montrer comment ça a commencé. Donc, c'était vraiment minuscule. Ça a commencé par un tout petit pavillon manifeste à Roubaix en 2017, donc qui était une petite construction, entièrement en réemploi, qui était pas tellement encore à l'époque une plateforme logistique en tant que telle, mais plutôt une sorte de curiosité qui nous a amené à présenter cette réflexion à un certain nombre de personnes et à comprendre les gisements et le territoire dans lequel on se trouvait. On peut passer quelques images. Vous voyez l'espèce de petite étagère, petit bâtiment dans lequel on avait des matériaux en vitrine. Et je vais terminer par quelques chiffres qui vont permettre de comprendre le projet. Le parpaing, ça s'est accompagné très vite d'une plateforme web parce que c'est très compliqué de vendre des matériaux en flux tendu et c'est notamment par Internet qu'on se fournit en matériaux, nous architectes, mais dans n'importe quel chantier. Donc on a une plateforme web qui est associée à une plateforme physique parce qu'on a fait l'expérience un certain nombre d'expériences de plateformes web qui se limitent à des échanges en flux tendu entre maîtrises d'ouvrage ou entre personnes qui font de la prescription de matériaux sur des projets, et ça connaît très vite ses limites. Donc nous, on était attachés à l'idée d'un stock physique. Ce qui a donné un projet qui au début faisait 20 mètres carrés, qui ensuite en a fait 250, et qui là, à partir de janvier, en fera 1000, ce qui n'est pas encore immense, mais c'est déjà une plateforme qui travaille à une certaine échelle logistique. Ça a été, depuis que ça existe, une trentaine de chantiers de déconstruction qu'on a suivis, accompagnés ou sur lesquels on est nous-mêmes intervenus en déconstruction. Ces chantiers, c'est le projet de la Maillerie, par exemple, à Croix, donc l'ancien lieu des Trois Suisses, si vous connaissez les Trois Suisses, des établissements scolaires, des rénovations de boutiques, des immeubles de logement. Ensuite, ça a été une cinquantaine de projets, ça va venir juste après, une cinquantaine de projets qui ont été fournis en réemploi. Donc, une bonne partie d'entre eux sont des projets qu'on a fait au sein de l'association, ce qui a aussi simplifié énormément les démarches de prescription et de mise en œuvre de ces matériaux de réemploi. Mais de plus en plus, on fournit à d'autres projets, d'autres architectes des matériaux. Là, par exemple, on peut voir que le sol
en bois qui est posé dans l'ancien monastère des Clarisses à Roubaix. C'est l'ancien sol, enfin plancher, de l'Opéra de Lille qui a été déposé, qu'on a stocké et remis en œuvre. On a fait d'autres expériences avec des bardages en trespas, ici des poutres qui viennent des Trois Suisses aussi, qu'on a remis en œuvre dans une réhabilitation de maison 1930. Voilà, on a un certain nombre d'exemples qui montrent du réemploi, et on termine ensuite par un exemple de réemploi qui est extérieur à l'association. C'est un chantier qui vient de se terminer, je crois, de l'agence HBAT qui a construit une petite guinguette dans laquelle il y a du réemploi de systèmes d'éclairage qui viennent de l'école d'architecture de Lille. C'est une slide un peu après. Je ne suis pas sûr qu'on voit les luminaires. Ouais, c'est ce chantier-là qui est en cours ou qui doit être fini peut-être maintenant. Voilà. Ensuite, le Barpin, c'est aussi des études et des recherches, donc des recherches plus ou moins fondamentales et plus ou moins théoriques, des fois des choses beaucoup plus pratiques sur, par exemple, le territoire du parc naturel régional des Caps Marais d'Opale ou le site Fifcaille Babcock dont on va parler Nina Cossé ensuite. Et après, c'est aussi, j'en termine là, des concours et des projets de maîtrise d'œuvre en tant que bureau d'études réemploi et en tant que co-concepteur sur vraiment le volet spécialisé réemploi. Donc c'est juste après. Ça va être en ce moment, là c'est l'exemple d'un concours sur la barre Cassan sur le campus de Jussieu avec l'agence Bruter à Paris. Mais en ce moment, par exemple, on travaille avec Paris Habitat sur des réhabilitations de logements, 300 logements avec Septembre, l'agence d'architecture Septembre, dans laquelle on intervient comme expert réemploi, c'est comme ça qu'on est appelé dans le groupement. Donc on diagnostique le bâtiment, on fait une sorte de PEMD, mais qui n'est pas que quantitatif, qui est aussi on va dire, qualitatif et puis sensible. Avec notre regard d'architecte aussi, on se projette sur les moyens de réutiliser ces matériaux. Et le tout dernier volet du projet qui va arriver ensuite, c'est les formations. C'est quelque chose qu'on a commencé cette année, donc on essaie de partager cette connaissance. Alors pour l'instant, les formations, on les propose à des structures, des publics en insertion dans la région. Là, par exemple, c'est un projet à Guise pour une transformation d'une bâtisse du 18e en une boutique apprenante avec un public en insertion. Et prochainement, on est en train de travailler sur une formation qui s'adresserait donc non pas au métier de la dépose et de la déconstruction sélective, mais plutôt au métier de prescription. Donc, par exemple, les architectes ou les paysagistes. La formation serait certainement faite avec l'ordre des architectes. Donc, ce serait une occasion de partager les connaissances qu'on a eues plutôt sur le terrain en tant que praticien et praticienne de cette question, à la fois sur le plan de la dépose et sur le plan de la repose, si on veut dire, enfin, du réemploi. Voilà. Merci. Merci beaucoup Romain pour ce premier retour qui est déjà très riche parce qu'on voit aussi que la filière s'organise. Elle s'organise du côté de la déconstruction des bâtiments, elle s'organise aussi au niveau du réemploi. Je vous propose qu'on passe donc au premier projet avec Simon Van Looy de la SEM Ville Renouvelée qui va nous parler de ce qui se passe sur le projet de la Lénière. Bonjour à toutes. Bonjour à tous, pardon. Effectivement, donc je me présente, Simon Van Looy, responsable d'opération à la SEM Ville Renouvelée, en charge de l'aménagement du quartier de la Lénière. Un bref rappel peut-être au tout début pour vous dire ce qu'est la Lénière, parce que c'est un vaste projet d'aménagement qu'on connaît tous en théorie, parce que ça s'implante effectivement sur 3 anciennes friches textiles emblématiques du versant nord-est de la métropole, donc Roubaix et Wattrelos. C'est une opération qu'on porte pour le compte de la métropole européenne de Lille, dans l'objectif de reconquérir d'anciennes friches, et particulièrement en milieu urbain où le foncier se fait quand même rare, et notamment sur Roubaix et Wattrelos, même si on a la ZAC de l'Union qui est à proximité. C'est une opération mixte, donc on parle plutôt de quartier d'activité, parce que la programmation majoritaire reste pour l'économie, donc 70% d'activité, à destination des entreprises tertiaires, des TPE, PME, des artisans. Et ensuite, bien évidemment, pour assurer notamment la couture urbaine dans un tissu urbain qui est relativement dense, mais majoritairement constitué d'habitat, on crée aussi 30% d'habitat, ce qui représente globalement 400 logements pour, on l'espère, 1000 habitants. La notion d'économie circulaire a
a été au cœur de la pensée déjà de la MEL au début de la concession d'aménagement, et donc qui a été comment dire, construite dans le cadre de tout l'aménagement de la Lénière. Donc on a été désigné territoire expérimental en matière d'économie circulaire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a dicté un peu nos pensées à la fois dès le démarrage de la concession d'aménagement, à la fois pour nous en tant qu'aménageurs, donc bon, vulgairement, opérationnellement, dépollueurs, démolisseurs, réalisation des espaces publics, mais qu'on impose aussi aux entreprises, aux promoteurs qui souhaitent s'installer sur site, où on a travaillé notamment avec le cabinet ouvert pour établir un guide de solutions environnementales où la démarche d'économie circulaire est relativement poussée. Donc ce n'est pas un cahier qui est prescriptif, mais c'est plutôt un guide de bonnes solutions qui permet aussi d'accompagner les promoteurs dans le cadre de ces démarches-ci. Alors ça aborde beaucoup de thématiques, à la fois sur le bâtiment, la performance énergétique, mais aussi un gros volet sur l'économie circulaire, parce qu'effectivement, on cherche à le valoriser. Ce qui a dicté, alors on va peut-être passer sur la slide suivante, si vous voulez bien, voilà. Bon là, effectivement, on peut le passer, c'est pas important. Donc effectivement, comme on l'a dit, territoire expérimental en matière d'économie circulaire. Ce qui s'est imposé à nous aussi, c'est qu'on aborde cette thématique non pas sur uniquement un point de vue environnemental ou économique, mais vraiment faire en sorte que cette démarche aussi, et là je vous rejoins aussi, c'est qu'on s'appuie sur les ressources qu'on disposait sur la Lénière pour valoriser aussi l'histoire du site, parce qu'on sait qu'il y a un réel attachement sur ce quartier en devenir et sur son passé textile. Et donc c'est vrai que toute la démarche d'économie circulaire, on l'a tournée aussi autour de l'histoire. Comme ça, j'en reviendrai aussi par la suite. Et aussi sur la notion d'usage, parce qu'on ne voyait pas de récupérer des matériaux, il fallait vraiment pouvoir en trouver un usage concret qui serve à la fois aux futurs investisseurs, mais aussi nous, dans l'aménagement des espaces publics. Donc la première action qu'on a menée, et là je vais en reprendre 5-6 un peu à la suite, donc c'est la maison du projet. En fait, c'est le premier bâtiment français référencé Cradle to Cradle qu'on a réalisé. Parce qu'au tout début de l'opération, on souhaitait créer un lieu de vie, à la fois pour les habitants, pour nous, pour animer, porter le projet, mais aussi pour accueillir des délégations, faire en sorte que les promoteurs puissent tenir, par exemple, des lancements commerciaux. Voilà, vraiment que ce soit un lieu de vie au sein du projet. Donc on a créé la maison du projet avec l'agence d'architectes ECOA, qui donc c'est globalement un bâtiment qui est totalement démontable, transportable et qui peut trouver un autre usage sur la Lénière ou en dehors. Donc, ce qui veut dire que tous les aménagements qu'on a mis dans cet élément architectural sont soit démontables, soit déplaçables. Donc, ça part à la fois des pieux, qui ne sont pas des pieux profonds, mais juste des pieux métalliques implantés dans les sols qu'on peut retirer facilement. Toutes les façades sont en bois, autoclipsées, et donc ce qui veut dire qu'on peut aussi les démonter de manière globale. Les aménagements sont assez frugales. Bon, c'est un peu dans l'air du temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui a dicté notre pensée au tout début de l'opération, c'est-à-dire qu'on part sur des toilettes sèches. On a des cellules photovoltaïques en toiture, ce qui permet effectivement de le démonter beaucoup plus facilement dans un temps assez relativement court et pouvoir le déplacer, comme je l'ai dit, sur la Lénière ou en dehors. Donc là après vous verrez certainement quelques visuels de la maison du projet qui a depuis été cédée à la ville de Waterloo, qui en fait maintenant un lieu culturel. Dans la deuxième démarche qu'on a pu initier, c'est que forcément en investissant les anciennes usines textiles de la Lénière, voilà, on faisait face à quand même des remblais successifs du fait de l'histoire du site, des démolitions successives qui ont entraîné quand même un volume de matériaux assez excédentaire de 250 000 m3 pour lesquels il a fallu trouver un usage. Donc ce que nous on a retenu avec NeoEco notamment, c'est de pouvoir utiliser tous ces matériaux, globalement de les trier, de les concasser, d'éliminer les éléments qui n'étaient pas valorisables malheureusement, et ensuite de récupérer tous les granulats sains pour soit que ça reconstitue nos couches de voirie par exemple, ou que ça serve de paillage minéral pour des espaces verts, parce qu'effectivement on voulait aussi valoriser ces matériaux aussi. Donc tous nos paillages minéraux d'espaces verts sont reconstitués de matériaux, donc c'est des
des blocs d'enrobés, des blocs de béton, des blocs de briques concassées, des granulats de briques qu'on distingue. Et surtout, voilà, la majeure partie des matériaux, on a pu les régaler sur l'ensemble des terrains qui sont ces cibles, et aussi pour constituer des merlons. Parce que, comme je l'ai dit, on est sur une opération mixte, et donc pour mettre à distance les activités économiques des logements, on réalise à la fois des merlons, donc des grandes buttes de terre, et de matériaux concassés pour mettre à distance les habitations des activités économiques, pour que ce soit une barrière à la fois physique, sonore, visuel. Et donc voilà, tous ces matériaux ont été reconstitués de cette façon-ci, donc on le distingue. Donc c'est un parti pris, on assure une portance de 20 MPa qui permet aussi d'asseoir les futures voiries. Et donc tous les lots de la lanière sont constitués de cette façon. Ensuite, alors là, on a fait aussi un gros travail avec l'EPF Nord-Pas-de-Calais, parce qu'effectivement, il y avait un dernier bâtiment à démolir sur le site de lanière qui était l'ancienne filature, donc pour des raisons de coût, aussi comment dire, oui, bon, voilà, il n'était pas possible de la reconvertir parce qu'elle était vraiment quasi insalubre, on y trouvait peu d'usage, donc il a été décidé de démolir ces éléments-là de l'ancienne filature, mais pour autant on a essayé de récupérer un certain nombre de matériaux qui étaient sains sur ce bâtiment-ci, donc ça reste tout de même à la marge, mais on a quand même pu récupérer des éléments de défense incendie. Quand je parlais d'usage, pour nous c'est important, voilà, on récupère des éléments de défense incendie, pour l'instant on ne sait pas encore ce qu'on peut en faire. On avait pour intention de les réemployer pour des œuvres artistiques, parce qu'on a aussi cette démarche de création d'œuvres artistiques sur la lanière. Donc c'est des éléments qu'on récupère. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé d'usage, mais notre objectif, c'est de pouvoir les réutiliser à terme. Alors, soit pour l'opération d'aménagement de la lanière, soit pour les opérations d'aménagement de la ville renouvelée, qui est ma société, parce qu'effectivement, on intervient quand même beaucoup sur le versant nord-ouest, et donc c'est des éléments qu'on peut aussi retrouver sur nos opérations, sur un circuit relativement court de toutes nos opérations qui sont sur le versant nord-ouest, notamment avec l'Union, notamment. Et ensuite, il y a effectivement différents éléments qui ont pu être réemployés, que ce soit des dalles Beugin, des briques issues des deux tours ou du béton, et comme je l'ai dit, pour reconstituer des couches de forme de trottoir ou des surfaces végétales. Et ensuite, et certainement pour finir, on voulait aussi que tous les matériaux qu'on réemploie fassent part de l'histoire du site, ou trouve un réel usage. Donc là, c'est vraiment donné à titre d'illustration. Mais par exemple, vous avez au sein de la lanière une ancienne voie ferrée qui traverse l'ensemble du site. Voilà, tous les rails sont maintenus dans le cadre des aménagements pour rappeler l'histoire du site. Donc effectivement, on ne cherche pas à les évacuer, on ne cherche pas à les valoriser différemment. On les laisse sur place et on les met en valeur. On a eu la chance de récupérer aussi au tout démarrage de l'opération des espaces publics, de travailler avec l'entreprise Idéverdé qui travaillait à Calais, sur la jetée de Calais, qui nous a mis à disposition des anciennes poutres en bois de la jetée de Calais. Donc pour nous, ça a été une belle opportunité pour ne pas installer de mobilier d'assises, on va dire standard, qu'on retrouve dans les catalogues des fournisseurs, mais vraiment de tirer parti de cette ressource-là pour créer du mobilier urbain. Et donc ça a notamment pris la forme des bancs que l'on distingue au milieu en bois. Et quand je le disais aussi, dans notre notion de réutilisation des emplois, on avait vraiment cette démarche aussi historique et d'usage. On a tiré parti aussi des briques qu'on avait récupérées de l'ancienne filature pour réaliser une œuvre artistique. Alors effectivement, là, on la voit assez mal, mais l'idée, c'était de pouvoir réemployer... merci. Donc, alors le message est très positif, même si certains pensent le contraire, mais l'idée, c'était de pouvoir reconstituer la projection des anciennes cheminées de la Lénière et du Peignage Amédée au sol. Donc on a travaillé avec deux artistes, Julien Kiefer et Aurélien Vera, pour projeter les anciennes cheminées au sol. Donc on retrouve le socle de la cheminée qui est faite à base de briques. Et ensuite, au sol, la projection au sol, ce qu'on distingue en rouge, elle est faite de granulats de briques qui rappellent, qui ont été récupérés et sont issus de l'ancienne filature de la Lénière. Et donc c'est vrai que donc ça joue aussi le rôle de mobilier d'assises dans le cadre de cette opération-ci, et qui retrace aussi l'histoire du site du quartier de la Lanière. Et enfin, pour finir juste un peu sur la droite, comme je le disais au tout début, voilà, le paillage minéral des surfaces végétalisées, alors on le distingue assez mal, mais qui sont constitués de blocs de béton, de blocs d'enrobés et de granulats de briques, tels qu'on a pu le récupérer sur l'ensemble du site.
En tout cas, cette démarche-là, effectivement, on l'initie sur la linéaire. Alors dorénavant, on essaye aussi de l'initier au sein de toutes nos opérations d'aménagement ou de construction sur les opérations qu'on porte à Ville Renouvelée. Et donc, on avait déjà fait les prémices sur la ZAC de l'Union avant même qu'on parlait d'économie circulaire, parce qu'on avait déjà mené des opérations de réemploi de matériaux in situ. On l'a fait sur la linéaire. Maintenant, c'est quelque chose qu'on essaye d'initier de manière globale sur toutes nos opérations que l'on peut avoir sur ce versant-ci. Merci beaucoup. Je rebondis un petit peu sur cette notion d'histoire. Je pense qu'elle va se retrouver un petit peu dans toutes les présentations, et d'histoire industrielle de la région, puisqu'on va parler maintenant du projet de FIFCAI avec une autre société d'économie mixte. Voilà, ce sera bien. J'ai voulu décrypter le sigle SEM, j'aurais pas dû. Donc sur le projet FIFCAI, avec Nina Cosset qui va nous expliquer un petit peu la démarche, et je crois qu'on commence aussi par un petit peu d'historique du site. Voilà, je vous laisse la parole. Tout à fait. Si ça fonctionne, oui, c'est bon. Bonjour à tous, donc Nina Cosset, je suis chargée d'opération à la Sorélie. Donc je travaille exclusivement sur le projet FIFCAI au sein d'une équipe de 6 personnes. Et donc le projet est piloté à Sorélie par Isabelle Slot, notre directrice de l'aménagement, ici présente là-bas. Alors on va faire effectivement un petit peu d'histoire pour commencer. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le projet FIFCAI, on se trouve tout près de la gare Lille-Flandre à Lille, hein, sur l'est du territoire. Et donc le projet se situe à la fois sur les communes de Lille et d'Hellemmes. Et donc FIFCAI, au départ, c'est donc une usine qui est vraiment emblématique, hein, de la révolution industrielle, puisque c'est une industrie qui a démarré dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui était initialement basée uniquement sur les locomotives. Et puis l'entreprise fusionnée avec l'entreprise CAI a donc ensuite diversifié ses activités avec des productions autour de sucreries, de cimenteries, et puis la contribution à des grands ouvrages métalliques comme la structure du pont Alexandre III à Paris ou les ascenseurs de la Tour Eiffel. Alors en 98, l'usine ferme ses portes. Donc en fait, l'activité de l'usine a diminué progressivement, hein, au fil du XXe siècle. Après une activité vraiment très très florissante, hein, avec des locomotives jusqu'au Brésil. Et puis petit à petit, l'activité ouvrière a diminué pour laisser la place plutôt à des prestations de services. Ce qui a amené donc à fermer ce site en 98. Et puis le site a été racheté par la communauté urbaine de Lille. Donc dans un premier temps, c'est cette communauté urbaine qui est intervenue sur le site avec la ville de Lille. Et puis à partir de 2012, une concession d'aménagement a été confiée à la Sorélie, donc sur un périmètre de 25 hectares. Donc pour situer un peu les choses, à la grande époque de l'usine s'étalait sur une centaine d'hectares, avec des maisons individuelles tout autour du site. Et donc aujourd'hui, le projet intéresse le cœur de l'usine, donc 25 hectares avec une grande partie de halles industrielles, une partie boisée et puis différents bâtiments. Alors quelques diapos rapides pour vous montrer des images du site et vous faire un petit peu une idée du lieu. Donc là, on a l'état du site au départ, hein, avant la première grande campagne de travaux qui a eu lieu sur le site pour réhabiliter une partie des bâtiments et en démolir une partie. Donc on a bien sûr vraiment une friche industrielle typique avec de l'amiante, du plomb, de la pollution. On est sur une ancienne installation classée pour l'environnement, donc avec de nombreuses contraintes. Et donc une des caractéristiques fortes de ce site et de ce projet, c'est qu'il s'inscrit dans un patrimoine matériel et immatériel très fort, très important pour le quartier et pour la métropole dans son ensemble. Et c'est une des thématiques qui porte le sujet de l'économie circulaire. Alors, le projet, au départ, il a été conçu par un urbaniste qui était l'AUC. Donc, désormais, on a un nouvel urbaniste sur le projet qui est UAPS. Mais les grandes lignes n'ont pas changé. Notamment, la démolition n'est pas un préalable. Donc, on a essayé au maximum de conserver des halles sur ce projet, sachant que la destination finale des halles n'était pas forcément prédéfinie dès le départ. Et donc, on parle d'espace capable pour ces différentes halles qu'on a donc cherché à conserver au maximum. Alors la programmation est mixte, hein, sur cette opération.
Ici, sur cette image, vous avez la programmation sur la première phase du projet. Donc on a des logements, des équipements, des activités tertiaires, des commerces. Et on retrouve dans la partie centrale ici en vert donc tout un écosystème alimentaire autour du lycée hôtelier international de Lille. Un projet également de food court donc qui va bientôt se concrétiser sur le site pour ceux qui seraient les plus impatients. On a d'ores et déjà une cuisine commune donc, qui est exploitée par le CCAS et différentes associations. On a une serre expérimentale exploitée par l'école Junia et par l'association Lillotopia. Donc un certain nombre déjà de réalisations sur le site. Et puis là, on est à la charnière entre la première phase du projet et une deuxième phase où cette programmation très mixte se poursuit. Donc sur la partie sud, ici en rouge, sur le projet, avec à nouveau à peu près 500 logements, donc comme on avait sur la première phase, et à nouveau des équipements du tertiaire, des commerces. Donc la reconversion des halles a déjà démarré. Hein, donc on a sur ces photos quelques illustrations donc du chantier de désamiantage et de dépollution des sols. Donc ici une vue assez intéressante, hein, avant-après de la halle donc F7 qui est le passage à l'international, donc qui donne sur la droite là sur le lycée international de Lille, le lycée hôtelier. Et puis donc déjà merci, déjà des concrétisations sur la première phase avec des logements livrés. Voilà, donc tous ces visuels c'était pour un peu vous plonger dans l'ambiance FIFCAI. Voilà, le lycée hôtelier. Puis on doit voir sur la vue suivante, on a les logements en haut à droite. Le loin avec une résidence pour personnes âgées en bas à droite. Et puis on a eu des vues du cours Jean-François Caille. Et le fameux écosystème alimentaire dont je vous parlais. Alors, donc la deuxième phase du projet s'amorce. Donc c'est ce qui va nous intéresser donc, pour aujourd'hui. Alors avec une posture assez modeste hein, de notre part sur l'économie circulaire, puisque contrairement aux présentations qu'on a aujourd'hui, on va y arriver. Non, vous pouvez avancer un petit peu. On va se mettre sur le plan, s'il vous plaît. Ouais, nickel. Donc nous, on n'a pas encore de vraies réalisations. Hein. On a amorcé cette démarche d'économie circulaire sur le projet. Aujourd'hui, ce dont je peux témoigner et sur lequel il me semble intéressant d'amener un retour d'expérience, c'est la façon dont on a pensé cette économie circulaire pour la suite du projet, donc sur la phase 2. Puisque sur cette deuxième phase du projet, fort de l'expérience de la première phase, eh bien, nous avons délimité un périmètre pour les déconstructions. Donc on a des bâtiments ici en jaune sur cette figure qui sont conservés, donc l'ensemble des halles E1, E2, E3 qui marquent notamment l'entrée historique du site. On va également essayer de conserver la structure d'une partie des halles, donc ce qui a aussi indiqué halle Saint-Louis. On a une cheminée également qu'on va conserver. Et puis ensuite, on a près de 40 000 m² de halles à déconstruire. Et puis des bâtiments avec des structures plutôt béton et briques, 1500 m² de surface utile également à démolir. Et donc ici, on a un gisement de matériaux très important qui nous a amené à réfléchir sur la gestion des matériaux à l'échelle de cette deuxième phase. Et donc c'est dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le patrimoine conservé. Et puis on va pouvoir avancer. Voilà. Alors, donc sur la démarche de l'économie circulaire, alors c'est une ambition hein, qui est portée par la métropole européenne de Lille. Hein. Donc nous, on travaille dans le cadre d'une concession d'aménagement pour le compte de la métropole et de la ville de Lille. Donc on s'inscrit bien sûr notamment dans le pacte Lille bas carbone. Et même si on a une ambition renforcée sur la deuxième phase, le projet FIFCAI il s'inscrit hein, depuis le départ dans les principes de l'économie circulaire, dans le sens où, comme je disais, la démolition n'est pas un préalable. Et le projet vise à conserver les tramviaires. On conserve notamment le cours Jean-François Caille, la cour Est. Enfin, tous les grands axes de l'époque de l'usine sont conservés. Et un des objectifs forts de ce projet, c'est bien la valorisation du patrimoine, en l'occurrence matériel, mais aussi vécu. Et en fait, ce patrimoine vécu immatériel se retrouve aussi très bien dans la matérialité des éléments qu'on a sur le site. Au travers des matériaux, des équipements et de toute la mémorabilia qu'on peut avoir sur place, des plans, enfin tous les équipements de l'époque de l'usine. Donc la démarche réemploi, on l'avait déjà initiée sur la phase 1, notamment sur les pavés, puisqu'on a
1,2 hectare de pavés qu'on a réemployés directement sur le cours Jean-François Caille qui provenaient du site. Donc c'est des pavés qui ont été déposés, sciés et puis reposés. Et puis on s'était également fourni en pavés dans un chantier au nord de Paris. Et donc aujourd'hui, on souhaite élargir fortement cette démarche. Et puis le site de Fifcaille, il est bien identifié sur la thématique du réemploi et il bénéficie d'un potentiel symbolique très fort et c'est ce qu'on va chercher à exploiter par la suite. Alors, on a confié une première mission à Atelier Emma et Zerm, alors ça c'était en 2018, pour faire un premier inventaire des matériaux. Et donc, ils ont travaillé sur 3 grandes familles. Et ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'il y avait une entrée assez opérationnelle entre ces 3 familles, puisqu'elles dépendaient en fait du degré d'intervention sur le bâtiment et sur les équipements. Et donc, on va distinguer une première famille. On va parler de curage, donc curage de tous les éléments qui se situent dans les halles et qu'on peut finalement venir assez facilement venir collecter, à la famille 3 qui va vraiment nécessiter l'intervention d'engins de démolition. Alors nous, en tant que maître d'ouvrage, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que les entreprises qui vont intervenir pour gérer ces différentes familles ne vont pas être du tout les mêmes. Et donc là, on est en train de réfléchir avec Emma et Zerm de se mettre en ordre de marche pour justement pouvoir agir d'abord dans un premier temps sur cette famille 1 avec probablement une entreprise d'insertion pour faire du tri dans tout ce qu'on a. Et puis ensuite, on aura un deuxième temps où on aura des entreprises spécialistes de la déconstruction qui vont intervenir. Donc nous, en termes d'organisation opérationnelle, c'est très important de pouvoir distinguer ces différentes choses. Sur la base de ce premier travail fait en 2018, là, on vient de lancer un accord cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage en économie circulaire. Donc on a lancé un appel d'offres et donc le marché a été attribué au groupement Néo-Eco, Atelier Emma, Zerm et puis le cabinet d'avocats Altes. Et donc c'est ce dont je peux vous parler aujourd'hui puisque cette mission, ils l'ont démarré à l'été. Et elle avait pour objectif de réellement organiser le réemploi sur le site de Fifcaille avec 3 grands axes. Le premier, mettre à profit les déconstructions. Le deuxième, utiliser des matériaux issus du réemploi dans l'aménagement des espaces publics, donc sous notre maîtrise d'ouvrage. Et le troisième, prescrire l'utilisation de matériaux issus du réemploi dans les lots privés, donc qui ne sont pas sous notre maîtrise d'ouvrage. Alors on avait une focale très réemploi volontairement. Bon, en réalité, évidemment, on est sur une démarche d'économie circulaire. Et par réemploi, à chaque fois, il faut comprendre valorisation des matériaux, que ce soit du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. L'objectif pour nous, c'est d'être dans une position de facilitateur et grâce à cette ingénierie qu'on vient solliciter, d'être en capacité d'alimenter tous nos partenaires sur ce projet pour que chacun puisse trouver une aide, qu'on soit en mesure de répondre à la demande en fait, en termes de matériaux de réemploi, qu'on soit en mesure d'accompagner les entreprises de déconstruction à chiffrer au mieux leurs prestations, etc. etc. Le but, c'est à chaque fois de venir mettre un petit peu d'huile dans les rouages dans nos relations avec chacun de nos partenaires. Alors, ce groupement donc, mené par Néo-Eco a établi donc, une feuille de route avec 5 grands objectifs, alors, qui déclinent les objectifs que j'ai précédemment cités. Donc, l'objectif, ça va être d'optimiser la valorisation des déchets issus des démolitions, de favoriser le réemploi des matériaux à l'échelle de l'opération, donc aussi bien sur les projets de construction, comme je le disais, que dans nos espaces publics. Et puis, on a l'ambition d'être un site démonstrateur. Alors, on n'est pas le premier, on ne sera pas le dernier, mais on sait qu'on a un gisement de matériaux très important, qu'on est entouré de partenaires qui sont très motivés en la matière. On a notre maîtrise d'œuvre des espaces publics qui vient d'être désignée, qui est donc en groupement, donc l'atelier Jacqueline aussi, qui est en groupement avec Bellastock, et où là, on sent également qu'il y a une vraie demande, une vraie volonté de faire des choses en matière de réemploi. Donc voilà, on a des ambitions assez fortes. Donc les diagnostics ressources sont en cours d'établissement. Donc comme je vous le disais, je ne vais pas pouvoir vous apporter beaucoup de retours d'expérience concrets sur des réalisations, mais néanmoins, on sait qu'on a un gisement très important en matériaux de construction. Donc notamment, on a à peu près 3 600 000 briques. 20% seraient récupérables entières. Donc là, on va avoir vraiment le souhait de réutiliser un maximum ces briques. Alors, dans nos aménagements, ça pourra être en revêtement de sol, ça pourra être pour du mobilier dans le futur parc qui sera situé sur le sud de l'opération. Et puis, certainement que les promoteurs qui vont être amenés à construire des lots sur notre projet pourraient être intéressés par ces briques. On a du béton, on a évidemment énormément de charpentes métalliques. Alors, on a un petit peu de plomb dessus, et bon,
Il y a des sujets, voilà, hein, il va y avoir des sujets. On a un grand gisement en polycarbonate, ça, on ne sait pas si on va pouvoir en faire grand-chose. Bon, bref, on a un gisement considérable. Donc on sait qu'on a un besoin important, nous, pour l'aménagement de nos espaces publics. On sait qu'on a une demande grandissante pour la construction des lots privés. Et donc on va essayer d'organiser tout ça à l'échelle de notre projet. Donc la suite pour le groupement mené par NeoEco, une fois que les diagnostics ressources seront établis, ce sera sur la base de ce gisement, pour le coup, de données très important, mener une analyse comparative sur l'aménagement d'une plateforme, soit sur le site, soit en dehors, ou peut-être une solution mixte, pour analyser, en fonction de toutes les contraintes du projet, à quel moment le foncier sera disponible, quelle est la taille de ce foncier, dans quelles conditions est-ce qu'on pourrait stocker les matériaux, essayer de trouver quelle solution pour pouvoir stocker nos matériaux et les mettre à disposition des constructeurs. Alors pour conclure, en retour d'expérience sur cette démarche qu'on a lancée depuis quelques mois, donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des opportunités vraiment très très intéressantes, un gisement important. On voit bien en discutant avec nos partenaires, les entreprises de la région, qu'il y a une demande grandissante de matériaux issus des filières de réemploi et de recyclage. On sent aussi qu'on a un réseau d'acteurs régionaux qui émerge, ce qu'on peut bien constater ici, je pense, sans aucun doute. On a vu également, quand on a lancé notre consultation pour la MO réemploi, qu'on avait un fort intérêt des opérateurs, hein, dans un dossier retiré par 42 opérateurs enregistrés, donc bien plus de retraits de personnes anonymes. Et puis on a reçu 8 offres qui tenaient toutes les 8 la route et qui étaient extrêmement intéressantes. Alors après, on nage dans un océan d'incertitude, hein, c'est le cas de tous les projets d'aménagement en général, mais alors quand on parle d'économie circulaire, c'est palpable. Alors, première chose, cet assistant à maîtrise d'ouvrage, ça a été pas si simple de le consulter. Quelle forme le marché devait prendre? On est parti sur un accord cadre sur une durée de 6 ans parce qu'on savait qu'on avait un besoin sur cette durée-là pour toucher toutes les phases du projet, la déconstruction, l'aménagement des espaces publics et la construction des lots. Mais on aurait pu lancer une première mission pour des diagnostics ressources, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Donc l'avenir nous dira si on a choisi la bonne solution. Mettre au point le cahier des charges, pas évident. Il a fallu voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs, et donc on est content là de rencontrer d'autres maîtres d'ouvrage qu'on va pouvoir harceler pour avoir leur cahier des charges sur voilà, tel ou tel sujet, la déconstruction. J'aimerais beaucoup qu'ils nous parlent de leur modèle économique, par exemple. Comment est-ce qu'ils font avec les matériaux qu'ils ont pu récupérer? Est-ce qu'ils le revendent? Comment ça se passe? Donc voilà, plein de questions qui se posent tout en même temps, de modèles économiques, d'assurance, etc. Recherche de subventions, on va aussi aller chercher des subventions pour essayer d'aller plus loin, peut-être tester des choses, faire des expérimentations. Mais en fait, pour rechercher des subventions, il faut déjà savoir ce qu'on cherche. Donc on a besoin d'avancer sur les études sans être subventionné. Enfin, bon, voilà, on se pose plein de questions aussi à ce niveau-là. Et puis nous, de toute façon, on doit avancer. On est un aménageur, donc on n'a pas le temps non plus de se poser trop de questions. Donc on doit s'inscrire dans notre calendrier global opérationnel. On doit jongler avec les calendriers des différentes opérations, puisque en tant qu'aménageur, on n'a absolument pas la main sur tous les calendriers. On ne sait pas à quel moment exactement notre foncier sera disponible, comment est-ce qu'on pourra stocker les matériaux ou pas. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, des modèles économiques, pour l'instant, restent encore à mettre au point. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Donc on voit que les acteurs s'organisent, qu'il y a des nouvelles façons de faire aussi, hein, ces marchés avec l'appel à un AMO économie circulaire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage dans la salle qui l'ont déjà fait ou qui ont pensé le faire, mais en tout cas, ça veut dire que maintenant on doit le penser, l'intégrer dans les chantiers sur l'aspect bâtiment ou aménagement. Et dans cette évolution de pratique, je vais passer la parole aussi à Marie Blancard, donc qui est architecte et qui va nous faire, qui va revenir sur un projet de démantèlement de halles sur Bousbecq. Donc en fait, c'est un peu comme si on zoomait dans Fifcaille, mais sur un autre projet, sur comment est-ce qu'on fait pour les démonter, ces halles que là on a choisi de garder, et qu'est-ce que ça donne derrière, qu'est-ce qu'on récupère, quelles informations on a, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Bonjour à tous. Donc, Marie Blancard, je suis architecte urbaniste, agence Blahault. On porte donc plusieurs pôles de compétences à l'agence, bien sûr notre métier d'architecte et d'urbaniste, et désormais l'expertise en économie circulaire, qui est en fait
un apprentissage de terrain et une formation au quotidien. Je vais vous parler de la friche du château à Bousbecq. C'est un site qu'on a découvert en tant qu'urbaniste dans le cadre d'une étude préopérationnelle qu'on a réalisée pour la MEL et la ville de Bousbecq. Donc un site industriel qui venait de fermer en 2018 quand on l'a découvert, propriété de l'EPF à la sortie de la cessation d'activité de l'industriel. Un site donc en bon état puisqu'il venait de fermer et des halles industrielles de construction depuis 1950 jusqu'à très récemment, avant la fin de l'activité de l'entreprise, jusqu'à des halles qui avaient à peine une dizaine d'années. Très bien entretenu, surveillé, etc. Donc la première question qu'on a posée en tant qu'urbaniste, c'est faut-il vraiment imaginer un nouvel avenir à ce site? Mais sauf que le contexte, c'est que Bousbecq est une ville qui manque de logements et cruellement de logements sociaux. C'est une ville qui a peu de terrains constructibles. De toute façon, à l'heure du zéro artificialisation nette, on cherche quand même à refaire la ville sur la ville. Et c'est un site industriel qui est extrêmement enclavé dans le tissu urbanisé de la commune de Bousbecq sur la route de Verviers Sud. Donc, on a essayé, on a étudié l'hypothèse de construire des logements dans ces halles, mais il faut savoir que nous ne sommes pas sur un château de l'industrie textile, on n'est pas non plus dans les halles de Fifcaille, on est dans des bâtiments type hangar, les premiers en béton, certains avec des charpentes bois, mais la plupart sont des hangars type plateforme logistique. Donc c'est vrai qu'on s'imagine pas. Enfin voilà, c'était quand même compliqué de s'imaginer les transformer en logement. Même on a tenté les logements, les boîtes dans la boîte, mais bon voilà, il faut quand même se faire une réalité. Et puis un projet quand même de 200 logements à porter sur le site. Donc, on a dit, d'accord, on part d'une page blanche, mais on le fera en pensant à une grande démarche d'économie circulaire qu'on a initiée en tant qu'urbaniste en chef. Puis, l'EPF a pris le relais en tant que maître d'ouvrage en lançant une maîtrise d'œuvre de démolition des constructions et économie circulaire, auquel on a répondu avec comme mandataire Valétude, DEC 2 comme expert économie circulaire, diagnostic ressources, déchets, etc., et EACM sur la pollution, et nous, donc avec cette casquette AMO, économie circulaire. Donc on peut passer à la suivante. On a commencé par la réalisation d'un diagnostic ressources assez complet en regardant dans chaque bâtiment, chaque matériau, sachant qu'on s'est attaqué au sujet qui pour nous n'était pas courant ou maîtrisé à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a fait assez peu de travail sur tout ce qui est sanitaire, chauffage, fenêtres, escaliers, puisque oui, on en a, on les a repérés, mais on s'est surtout attaqué à ce qui pour nous était, où on connaissait moins d'opérateurs là-dessus, donc 30 diagnostics ressources qui caractérisent, dimensionnent quantité, enfin voilà, on donne les quantités, des préconisations de dépôt et de préparation au réemploi ou à la réutilisation, bon, si vraiment impossible de faire l'un ou l'autre, le recyclage, des illustrations de débouchés, de mise en œuvre et un indicateur économie circulaire du réemploi de ces matériaux. On peut passer. On a identifié 3 approches de travail. Tout d'abord, les besoins sur site pour l'aménagement. On voit ici le plan d'aménagement qu'on a fait à l'époque. Il ne faut pas le prendre comme un projet figé, puisqu'il y a d'ailleurs une consultation urbaniste en cours. C'est un test capacitaire qu'on a fait à l'époque. Ce qui est important de garder, c'est cette frange verte, puisque c'est un travail qu'on a fait en participation avec les habitants. Un parc d'1 hectare qui va relier la ville de Bousbecq à l'eau, qui est plus au nord, on le voit sur le plan. Voilà, une partie urbanisée qui est plutôt sur la droite. On est sur un site qui va être urbanisé soit en régie par la MEL ou en ZAC, mais donc sur lequel, à l'époque où on a démarré cette mission avec l'EPF, on ne connaît pas tout à fait le montage opérationnel derrière, on ne connaît pas les opérateurs, etc. Donc pour les besoins sur site, on s'est concentré sur les besoins pour les voiries, pour l'aménagement du parc, etc. Donc voilà, sur le site, on gardera assez peu de choses, d'autant que voilà, la mission de l'EPF est bien de rendre un site vide et compatible pour la future activité, dont les sujets de pollution. Donc 1800 m3 de concassés pour les cheminements, les parkings, 1800 m3 également pour les voiries,
des poutres de métal pour accompagner des cheminements dans le parc, etc. Et puis, sur la page d'après, on voit une proposition qu'on a faite sur les portiques béton qu'on a dans le bâtiment numéro 2. Vous voyez le petit repérage là-dessus. Le site, pour vous donner une idée, il fait 28 000 m² de bâtiments de bâti. Donc, dans les fiches diagnostic ressources, on avait repéré ces portiques béton qui nous semblaient intéressants par leur taille et leur dimension. Et puis, en sachant qu'on avait un parc d'1 hectare dans lequel, forcément, il y en aura des bancs, on a proposé de déposer les portiques béton. Donc, il faut aller voir comment ils ont été posés et fabriqués. Donc là, il suffit d'enlever les clavettes et de les déposer. Alors, c'est pas simple quand même, vu la dimension et le poids, mais donc, on propose de déposer les sections. On récupère que le haut, puisque les poteaux ont des sujets d'amiante et d'enclavement dans le sol qui sont un peu plus complexes. Donc pour essayer de réussir à aller jusqu'au bout sur ce point-là, on a proposé de récupérer donc les chapeaux qu'il y a au-dessus, les poutres de faîtage. Et puis elles sont posées, elles seront stockées dans le futur parc et puis réaménagées dans le parc. Donc sur le site, vous le voyez, on a assez peu de marge de manœuvre. Donc le plus gros du projet concerne le hors-site. Alors, on avait le petit picto à vendre. Je ne vais pas détailler l'appel d'offres qui va arriver, mais je pourrais répondre à des questions s'il y en a après. À l'époque, on avait appelé ça « disponible pour démontage ». Bon, le démontage, on est en train de l'organiser dans la consultation des entreprises. Donc, sur le hors-site, bien sûr, il y a la volonté de participer à d'autres projets, puisqu'on est avec des acteurs majeurs, on se connaît, on se rencontre dans des forums ou des moments comme aujourd'hui. Donc, bien sûr, les tuiles, on en a assez peu, mais elles iront à Blanchemaille, puisque la CM Ville Renouvelée porte un projet assez ambitieux à Roubaix, avec des tuiles de récupération pour faire brise-soleil et puis façade. On récupère des plaques de roulage et des IPN pour le parc Mosaïque. Ça reste des petites quantités pour nous, mais c'est intéressant. Page suivante. Ah oui, et là, donc, on va aborder une des deux grandes thématiques qui vont suivre, c'est explorer des nouvelles thématiques. C'est-à-dire que puisque le bâtiment a fermé, il fonctionnait et qu'il est en bon état, on étudie aujourd'hui avec des industriels des sujets comme les portes automatiques, enfin les portes sectionnelles. On en a 9, elles sont géantes, elles fonctionnent. Donc comment on peut réussir à les remettre sur une plateforme comme la vôtre ou celle qui sera choisie par l'opérateur qui sera retenu sur le chantier de déconstruction. Mais voilà, les démonter, donc ça veut dire qu'il faut que celui qui le démonte, il connaisse comment ça se monte, comment fonctionne le moteur, comment il faut le déposer, et qu'il fasse un diagnostic du moteur. Alors c'est très simple à dire, mais je vous assure que c'est dur à organiser et à convaincre. Donc il y a celui-ci. Le suivant, on est sur le réseau de sprinklage. Donc un réseau de sprinklage, en fait, ça fait une vérification trentenaire par endoscopie, hein, comme voilà, très simplement, on vérifie l'intérieur des tuyaux, est-ce qu'ils sont corrodés, est-ce qu'ils fonctionnent. Ça se fait quand votre bâtiment, vous le gardez 50 ans, vous le faites, cet entretien. Donc pourquoi pas le faire pour le déposer et le reposer. Là, donc si on a demain un remontage pour une activité conforme dans les mêmes tailles, ce serait possible. On ne sait pas si celui-là, on y arrivera, mais on l'étudie et on le poussera jusqu'au dernier moment, savoir si on y arrivera. Je pense qu'il y a un troisième. Ah oui, le suivant, c'est intéressant. Donc on pensait que les charpents de bois, on n'y arriverait pas. Parce que depuis quelques années, on voit bien que sur le bois, on nous dit toujours qu'il y a des déformations, qu'on ne peut pas les recalculer, etc. Et puis, avec les moments de rencontre comme aujourd'hui, on se rend compte que Fibois réfléchit à autre chose que ce qu'on avait proposé, puisque nous, on s'était dit, on les dépose, on en fait des bancs ou des aménagements de banques d'accueil, etc. Mais peut-être qu'on arrivera à faire mieux que du mobilier avec ces structures. Ouais, là, on est qu'au début d'un nouveau départ sur cette thématique-là. La suivante, là, on commence à attaquer ce qu'on a beaucoup. Je vous ai dit qu'on a des hangars en halles industrielles. Et le métal, sur un chantier courant, on va le faire tomber, il va être rogné, cassé, croqué. On va l'envoyer, il va être fondu, voilà, il va repasser en aciérie, puis on va refaire un nouvel IPN. Donc on avait un IPN qui était bien, on l'a juste tout abîmé en le déposant. On l'a transporté dans un volume incroyable parce que ça prend beaucoup de place quand c'est tordu. Et puis, on utilise de l'énergie pour refaire quelque chose qui était exactement ce qu'on a cassé. Donc, nous,
Ce qu'on a proposé, c'est, on a deux manières d'intervention différentes. La première, donc sur la page suivante, on voit une photo des bâtiments. Alors ça, c'est les halles métalliques les plus anciennes. Vous voyez quand même qu'on est dans du récent. Par contre, en étudiant sur site, on voit qu'il y a des assemblages qui ont été modifiés, ça a été repeint, il y a des problématiques de modification de structure, etc. Donc on avait quand même, on était moins à l'aise sur celle-ci que les halles toutes neuves qu'on verra après. Donc non, on ne va pas aller aussi vite. Merci. Sur celle-ci, on propose en DCE que les entreprises découpent des sections d'IPN, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de les croquer et de démolir. Ils doivent découper les sections. Et ça part en section et c'est remis sur le marché en tant que section d'IPN. Ça va éviter de les refondre pour refaire une section d'IPN, puisqu'en fait, un charpentier métallique passe sa vie à adapter des sections d'IPN. Et d'ailleurs, à la marge, ils utilisent aussi des sections qu'ils récupèrent. Donc pourquoi pas faire un grand gisement de sections d'IPN des bâtiments les plus anciens. Et le dernier grand challenge qu'on va voir sur la page d'après, c'est nos 3 bâtiments 7, 8, 9. Alors là, on a la fiche du 8 et du 9. Le 7, 8, 9, c'est 15 000 m² de bâtiments qui ont à peine 15 ans, qui sont dans un état impeccable et qui, pour nous, était inconcevable de broyer, casser ou même découper en sections, puisqu'en fait, c'est encore les sections et les gabarits de bâtiments. Alors, c'est petit sur l'image. Enfin voilà, c'est des sections courantes de bâtiments que n'importe quel charpentier de logistique fabrique aujourd'hui. Donc là, on a proposé à l'EPF, alors on a une fiche un peu plus précise derrière dans laquelle on voit les assemblages, voilà, on voit les repérages des poteaux, les assemblages, les boulons qui sont encore quasi brillants. Donc sur celui-ci, on demande dans notre dossier de consultation d'entreprise que l'entreprise, donc il va falloir un charpentier dans le groupement, il va nous falloir un charpentier qui va démonter, numéroter. On le voit sur la page d'après, tout simplement. En fait, plutôt qu'on parle vraiment du principe inverse de quand on construit un bâtiment. Donc, en premier, on va enlever... Alors, des amiantages, ceux-là ne sont pas considérés par le désamiantage. Donc, dans celui-là, on a du curage intérieur, la dépose des réseaux, etc., la dépose des RIA soigneuses, si on veut les réutiliser. La couverture, on n'y arrivera pas. Après, on enlève l'enveloppe. Et puis après, on attaque les poteaux-poutres en confortant au fil du temps, puisque c'est un château de cartes qu'il va falloir démonter, donc il va falloir le conforter au fil du temps. Et donc, l'entreprise qui sera titulaire du marché doit les démonter, numéroter, faire un plan d'assemblage pour qu'ils soient remontés hors site. Alors, le hors site, il dépendra de différentes... En fait, je pense qu'on aura des réponses assez différentes, puisqu'aujourd'hui, on rencontre des entreprises qui ont des clients qui veulent remonter du pavillon logistique, donc eux, ils vont le démonter pour le récupérer et le remettre ailleurs. On a aussi certains contacts qui nous ont sollicités parce qu'ils voudraient récupérer le bâtiment. Donc on a des options dans le marché qui fait que notre entreprise pourra aller livrer ailleurs, voire remonter pour ailleurs, mais bon voilà, ce sera différent. Donc ça, ce sera un peu le résultat de l'appel d'offres à la rentrée. Mais c'est le grand enjeu qu'on s'est posé, c'est vraiment démonter pour remonter. On est vraiment dans du démontage de mécanos. Et puis le dernier type d'intervention, c'est le 1% design, un petit clin d'œil pour Simon. Donc on a proposé, nous, la mise à disposition d'un certain nombre de mètres linéaires de tuyaux des réseaux de sécurité incendie, parce qu'on en a plein, et qu'on se dit que sur une échelle de projets de ce type, on peut bien donner 1% de notre matière à des designers qui, eux, ont tant de difficultés à trouver la matière, et encore plus cette année avec l'augmentation des prix. Donc l'entreprise devra mettre un stock à disposition. On va faire un petit appel à manifestation d'intérêt de designers qui pourront venir se servir et, je l'espère, faire une œuvre pour le parc, le futur parc. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ce que je vous propose, il nous reste un petit quart d'heure, c'est de prendre des questions dans la salle. Il n'y en a pas. Si, allez-y. Bonjour, Marion Gazet, Pével Carambeau. Est-ce que le surplus financier de la dépôt soignée a été chiffré? Et si oui, comment ça a été présenté aux élus pour rendre ça acceptable? Alors, en ce moment, on est sous maîtrise d'ouvrage EPF. Donc, forcément, les élus de la ville de Bousbecq et puis nos relais partenaires à la MEL des différents services aménagement, économie circulaire, etc., suivent les comités de pilotage et comités techniques. Mais
Je veux dire que le niveau financier, on le voit avec l'EPF. Ce surcoût, on l'avait identifié dès le départ. On n'a menti à personne quand on a proposé ça en tant qu'urbaniste en chef. On avait dit que ça coûterait plus cher. Aujourd'hui, on l'a estimé en tant que maître d'œuvre quand même à 20% du montant du budget, sachant qu'aujourd'hui, il y a un vrai facteur qui joue, notamment, c'est le prix du métal, puisqu'on a une problématique de fonderies qui se sont arrêtées à cause des coûts des énergies en ce moment. Donc finalement, le cours du métal, il fluctue beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, le surcoût qu'on a imaginé à l'époque n'est peut-être pas le même. On est dans l'incertitude. La chance qu'on a sur ce projet, c'est que c'est un projet qui est porté par l'EPF. C'est un établissement public foncier. Et clairement, on les a challengés quand on était urbaniste en disant, si vous ne tentez pas, qui le tentera en fait? Bien sûr, on sait qu'on est dans une démarche un peu atypique. Alors je dis 20% sur ces postes-là, pas sur le montant total des travaux. Mais... Donc voilà, après, on restera sous l'influence du contexte géopolitique, du coût de la matière et de l'énergie, pour en faire un retour sur expérience dans quelques mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Madame en rouge. Oui, bonjour, Alice Boudignon, bureau d'études Impact. J'avais une question un peu transverse sur la partie de Bousbecq, question bureau de contrôle, par rapport aux IPN, en l'occurrence, qui ont été retronçonnés, et en parallèle aussi sur la question des fameuses tuiles qui ont été récupérées pour les brise-soleil à Blanchemaille. Quelles ont été en fait la nature des discussions avec le bureau de contrôle sur ce genre de sujet? Alors sur les IPN, c'est pour ça que j'ai dit que c'était plus compliqué, enfin ça nous semblait plus compliqué sur le bois parce qu'il est difficile de justifier la manière dans laquelle il a vieilli, est-ce qu'il a flambé, comment il s'est comporté dans sa vie. Le métal, pour le coup, c'est facile, entre guillemets. C'est que d'ailleurs on demande à l'entreprise, aux entreprises dans la réponse au marché, et le titulaire devra nous refournir un certificat matière avec la mesure de dureté, qui est un calcul qui est assez simple à faire et qu'on ferait sur n'importe quel IPN, dans n'importe quel projet. Donc pour le métal, ça semble plus simple à recalculer. Et pour les tuiles, on a répondu à une sollicitation de la Sèvres-Ville renouvelée. On est pas mal, je sais, à fournir des tuiles. J'imagine qu'il y aura un contrôle qui sera fait par le bureau de contrôle, par le groupe de maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle de ce projet-là. Mais je ne sais pas si je sais que ce n'est pas toi qui suis. Je regarde Simon, mais ce n'est pas lui qui suit le projet. Oui, Frédéric? Alors Marie, vu ta fenêtre, est-ce que tu penses que le marché est en train de frémir sur ce que tu es en train de faire là-dessus? Parce qu'effectivement, on est ravis, ce programme-là, il est formidable, et toute l'expertise que tu as pu y apporter, en dézoomant des choses, en allant du détail jusqu'au global, c'est évidemment fort intéressant. Évidemment, on est porteur de ce type de démarche au CD2E, et je n'ai pas à le démontrer avec la journée d'aujourd'hui, mais c'est plus la question de, est-ce que tu sens ce marché frémir? Est-ce que tu en vois d'autres? Alors, en tout cas, je sens qu'il y a plein d'entreprises qui se créent, qui se développent et qui s'outillent et qui, par conviction, alors quelques-uns par opportunisme, mais quand même pas mal par conviction. Donc je sens bien que déjà le monde de l'entreprise s'arme et est prêt, et que je pense qu'on aura un appel d'offres fructueux. Alors le prix, je ne sais pas, mais en tout cas en nombre de réponses. Et j'ai l'impression quand même qu'on commence à voir de plus en plus d'initiatives de ce type. Alors c'est vrai que là on a 2 opérateurs, enfin même 3 opérateurs, bon, il y en a 4 avec moi, mais 3 qui sont bien identifiés et qui poussent des choses. La Sèvres-Ville renouvelée, j'y ai travaillé il y a 10 ans. Sur l'Union, on faisait déjà des choses hyper intéressantes sur les pierres bleues, sur la réhabilitation des matériaux aussi. FIFCAI, ça date. Mais dans le bassin parisien, il y a des tas d'opérations hyper intéressantes à Ivry. Il y a plein de plateformes qui sont en train de se créer, des plateformes créées par des collectivités, des plateformes créées par des groupes de construction, des plateformes créées par des architectes. Donc oui, j'ai l'impression que ça boue, et que je pense que dans quelques années, on sera vraiment plus dans la même ère. Là, c'est voilà, plein d'initiatives qui se développent. Je rebondis sur cette question-là pour demander peut-être l'avis aussi aux autres intervenants. Est-ce que vous aussi, vous le ressentez dans la façon dont on vous approche, dans ce qu'on vous demande,
dans les yeux écarquillés que vous voyez ou pas quand vous proposez des choses. Comment vous le ressentez chacun à votre place en tant qu'architecte collectif ou SEM? Alors effectivement, nous à la SEM Ville Renouvelée, on sent aussi ce frémissement qui naît. Effectivement, on avait commencé à le développer sur Lyon, on l'a poursuivi sur la Lanière, mais c'était vraiment des one-shots propres aux opérations in situ. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a ce frémissement aussi sur l'ensemble de nos opérations. Donc c'est aussi pour ça que nous, la SEM Ville Renouvelée, on est en train aussi de se structurer pour, notamment via un pôle innovation qui permet aussi d'avoir une approche globale sur toutes nos opérations. Donc ça veut dire qu'on va essayer de se doter d'un AMO économie circulaire pour essayer de définir un cadre, à la fois un cadre juridique, un cadre administratif, financier. Effectivement, vous posiez la question du est-ce que c'est valorisable, on sait combien on peut retirer financièrement de ces matériaux. Voilà, on essaie de se créer un cadre, donc on va se doter d'un AMO sur l'ensemble de nos opérations. Donc ça va être financé par chacune des opérations d'aménagement qu'on peut avoir. On aura cet AMO qui va avoir cette approche globale, qui va nous accompagner, parce qu'on sent qu'effectivement c'est une thématique qui va renaître assez régulièrement sur nos opérations, et on veut être effectivement précurseur et pouvoir l'accompagner sur du long terme sur l'ensemble des opérations. Après, vis-à-vis de nos interlocuteurs, c'est vrai que jusqu'à présent, par le passé, lorsqu'on engageait des démarches de cette façon-ci, on sentait qu'il y avait quand même une réticence, une peur des entreprises qui répondaient à des appels d'offres où on essayait d'initier des choses. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose qui commence à être approprié par les entreprises. On sent qu'il y a moins de questions, il y a plus d'appétence aussi des entreprises, des artistes, des promoteurs à travailler sur ces sujets parce qu'ils y trouvent aussi leur intérêt. Et donc on sent que oui, effectivement ça peut prendre forme dans les prochaines années si on arrive à se structurer et trouver des solutions à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Oui, je pense qu'on est assez raccord. Ce qu'on voit à notre niveau, c'est que cette démarche sur l'économie circulaire, elle est portée par les collectivités de façon importante. S'il n'y avait pas une ambition forte de la MEL et de la ville de Lille pour travailler sur ces sujets-là, nous, on ne pourrait pas le faire puisqu'on est un outil à leur service. Donc déjà, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, je pense effectivement que les entreprises de travaux, de toute façon, n'ont pas bien d'autre choix que de se tourner vers des matériaux réemployés, réutilisés, recyclés, parce qu'on est dans un contexte économique qui a quand même radicalement changé en un temps record. Donc on sent qu'on est vraiment dans un contexte économique très très particulier. On parlait tout à l'heure carrément d'arrêt de production. Alors c'était sur les tuiles, mais je crois qu'on a le même sujet sur les briques, où de toute façon on ne peut même plus se fournir en matériaux neufs. Donc en fait on n'a pas bien le choix. Et nous, en tant qu'aménageurs, on n'a pas vraiment d'autre choix finalement. Enfin, évidemment, on est ambitieux, mais en réalité, si on se projette sur le temps de l'aménagement urbain, on doit absolument le faire maintenant pour pouvoir avoir des matériaux et en tout cas une organisation qui permette ensuite aux promoteurs qui vont construire sur nos terrains de pouvoir réellement concrétiser le réemploi, quoi. Donc, et au niveau des armes aussi, ou peut-être sur d'autres chantiers, d'autres tailles aussi, parce que c'est vrai qu'on parle pour l'instant là de chantier, la Lénière, Fifcaille, c'est énorme. Il y a peut-être aussi des choses qui se font à l'échelle de plus petits bâtiments. C'est plus simple quand c'est petit. Hein. Bon, si on sait faire sur les gros, on sera faire sur les petits, quoi. Mais dans tous les cas, ça reste à la marge. Nous, les expériences qu'on a sur des plus petits chantiers, c'est des gens qui sont avant tout motivés, volontaires, qui acceptent aussi de prendre des risques assurantiels. Donc c'est forcément marginal et c'est pas forcément souhaitable que ça s'étende de cette manière-là. Et en fait, les vraies questions se posent à l'échelle de ce genre de projet. L'échelle de projet sur lesquels on travaille avec Paris Habitat ou avec la Sorelis, c'est quand même là que se joue la question des déchets. Si on se réfère un moment à des quantités et des pourcentages du point de vue de l'écologie un peu élargi, c'est quand même là que se jouent, je pense, ces questions-là. Maintenant, c'est une pratique qui est ancestrale, qui réapparaît, qui réapparaît dans des échelles artisanales, qui réapparaît dans des campagnes. Donc il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer. Il y a quand même un point de résistance majeur qui est la question de la certification et de l'assurance, et auquel tout le monde se heurte. Ça, c'est un souci qui fait que ça a beau être en ébullition, ça a beaucoup de mal quand même à se convertir. En tout cas pour ce qui est du réemploi. Alors il y a aussi une confusion, les termes de l'ADEME et les termes des praticiens, c'est que le réemploi et réutilisation c'est inversé. Donc quand je parle de réemploi, ce que je veux dire c'est que quand on est dans une forme de réutilisation, c'est-à-dire on prend un élément et on
l'utilise de la même manière sans en changer l'usage. Donc ça, c'est ma propre définition, mais vous m'aurez compris. Il y a moins de difficultés. Il y a plus de difficultés lorsqu'on est sur du réemploi. Et par ailleurs, on arrive à se débrouiller plutôt bien en recyclage, étant donné qu'on réintègre la matière dans un processus industriel qui, de fait, peut être certifié en sortie d'usine, quoi. Par contre, nous, en tant qu'architecte, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que ça ouvre comme potentiel et ce que ça inverse dans la méthode de projet, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur une façon de fabriquer les bâtiments où on part d'une idée et on la traduit en matériaux, on part des matériaux et tout ça nous amène à une forme. Ça, c'est quand même une façon d'inverser complètement la pratique de ce métier qui apparaît doucement. Et aussi toutes les nécessités de surdimensionnement, par exemple, les coefficients de surdimensionnement pour pouvoir réintégrer des éléments de réemploi en structure, provoquent des effets esthétiques qui sont hyper intéressants aussi, un peu comme on a vu avec la grande mode des lofts à une époque, enfin c'est toujours la mode, mais vivre dans un loft, c'est aussi une forme de déclassement d'un bâtiment industriel qui d'un seul coup change de destination, et on profite d'une sorte d'un surdimensionnement. Vous voyez une annonce Le Bon Coin pour une maison, quand c'est écrit poutre apparente, c'est quelque chose de positif. Pour moi, c'est un héritage de cette façon de changer d'attribution un bâtiment, et ça va aussi pour les matériaux. En fait, c'est peut-être une des clés d'ailleurs du réemploi pour qu'il ait vraiment lieu. C'est l'idée de déclasser un élément, puisqu'il ne correspond plus à une certaine performance thermique ou à une certaine norme attribuée par exemple à du logement. On peut tout à fait lui trouver un usage dans un milieu industriel, agricole. C'est le cas par exemple des menuiseries PVC, que tout le monde déteste, mais qui sont présentes partout, qui ne vivent que 25-30 ans selon un certain nombre d'études. Et donc elles sont très vite obsolètes du point de vue normatif et du point de vue de la performance. Si on les déclasse et si on a une logique de ce que Rotor appelle une logique d'utilisation en cascade, c'est-à-dire progressivement on se dirige vers un recyclage, parce qu'en fait les éléments d'architecture sont soumis comme nous-mêmes à une forme de mort, à un moment, à une entropie. Donc il faut bien un moment arriver à du recyclage, mais si on peut y arriver progressivement, ça paraît plus intelligent que d'y arriver immédiatement. Je n'ai pas un exemple concret en tête, mais vous voyez, un élément, on lui trouve un certain nombre d'usages déclinés. C'est plusieurs matériaux, quoi. C'est ça. Alors je vais prendre une dernière question pour respecter à peu près le timing. Monsieur qui est tout en haut. Merci beaucoup. Rani Cherifi, Nexity. Je voulais vous poser une question par rapport aux assurances. Il y a 5 ans, avec Guillaume, mais je ne le vois plus dans la salle, j'avais écrit mon mémoire sur le réemploi de matériaux avec le CSTB. Et la plus grande problématique qu'il y avait, c'était donc les assurances. Et aujourd'hui, est-ce que vous sentez le monde des assurances autour de vous accompagner et avancer justement pour nous permettre de réemployer les matériaux ou les réutiliser selon les différentes définitions? Qui est super copain avec son assureur? Alors oui, je pense que ça évolue côté assurance, et que ce ne sera pas le plus grand frein, l'assurance, puisque aujourd'hui, l'ASM ABTP, assureur de la plupart des entreprises de travaux et maintenant quelques maîtres d'œuvre, Verspiren, etc., ils ont tous leur département réemploi économie circulaire. Donc ça bouge, ça va peut-être pas assez vite, mais ça bouge, et ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose à faire et accompagner enfin voilà, parce que au-delà de nous, on fait certainement ça parce qu'on est convaincus et que pour nous c'est notre manière d'exercer et notre conviction, mais les assureurs voient bien que c'est une étape à passer pour répondre aux différentes lois et aux problématiques des matériaux. Je pense que ce qui restera encore peut-être un peu le frein, c'est le coût, mais voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui va continuer à évoluer. Et puis certaines choses qui doivent repasser en technique courante pour pouvoir lever certaines barrières. Je pense que côté maîtrise d'ouvrage, vous pourrez aussi trouver des assureurs qui répondent à ces questions. Alors, vous avez sûrement encore des questions ou des envies de discuter. Eh bien, ça tombe bien, on va aller prendre un café juste entre les deux conférences de l'après-midi. Alors très rapidement, alors moi j'en profite du coup pour remercier nos intervenants. Ce que je retiens aussi de la table ronde, c'est qu'on a aussi parlé d'histoire, on a parlé de sens,
On a parlé de travailler un petit peu autrement, et c'est aussi ça qui est motivant dans ces pratiques-là. Alors oui, des fois c'est un peu compliqué, oui, ça prend un peu de temps, oui, des fois ça coûte un peu plus cher, mais finalement pas tant que ça, et on est en train de réinventer. On disait au niveau de l'architecture, peut-être le fait de prendre le projet à l'envers, c'est-à-dire qu'on part plus d'une idée et on choisit les matériaux, mais on part des matériaux et on remonte une idée à l'envers. Donc c'est aussi une façon de faire évoluer les métiers du bâtiment, et ça c'est passionnant. Donc merci à tous les 4 pour vos témoignages, et j'en profite pour une petite annonce sur, c'était affiché tout à l'heure, on parlait du projet de Blanchemaille et de la réutilisation des tuiles. On en parlera le 6 décembre matin avec la présentation donc, du projet de ce bâtiment Paulet qui a été réalisé notamment en full beam. Donc là, c'est la question, on va aborder la question du numérique dans le bâtiment et comment on arrive à l'articuler avec le réemploi. Et on fera suite à cette présentation un groupe de travail. Donc si vous êtes orienté sur ces questions aussi d'outils techniques sur le réemploi, ben on vous invite à vous joindre à nous le 6 décembre. Lucien, je fais la transition, il faut être revenu à 30. Vous avez 10 minutes. Go!